Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une pile de documents un peu particulière. Pas de grande étude scientifique, non, mais plusieurs années de communication d'un groupe politique local, ensemble pour le village, dans une commune française. On a des bulletins, des programmes électoraux, des notes de débat. Notre mission, c'est simple. On va essayer de décortiquer tout ça pour piger ce qui fait vraiment vibrer la politique d'un petit village aujourd'hui. C'est une immersion dans les rouages de la démocratie locale, mais vue à travers le prisme d'une opposition. Oui, et ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant de découvrir des idées, disons, révolutionnaires, mais de voir la constance, l'entêtement, presque, de certains thèmes sur une très longue période. Ah oui. On va pouvoir observer comment des projets sont portés année après année, parfois pendant plus d'une décennie, quoi. Ça illustre parfaitement comment un groupe d'opposition, même minoritaire, tente de labourer le terrain et d'influencer la politique municipale sur le temps long. D'accord. Alors commençons par ce qui semble être le fil rouge absolu de tous ces documents, l'urbanisme. Dès les premiers textes, le groupe critique ce qu'il appelle un pilotage à vue de la part de la municipalité. Mhm. Face à une population qui grandit fort, ils ont le sentiment que le développement du village est plus subi que réellement planifié. C'est un conflit tout à fait classique dans la gestion locale. C'est une sorte de choc entre deux temporalités. C'est-à-dire. D'un côté, il y a la gestion du quotidien, les problèmes urgents à régler, le pragmatisme de l'ILU, si on veut. Et de l'autre, cette demande d'une planification stratégique. Le groupe Ensemble pour le village martèle que sans anticipation des besoins en infrastructure, Les écoles, les routes. exactement, les écoles, les routes, les services, eh bien la qualité de vie, l'âme même du village risque de se dégrader. Et ils alertent là-dessus depuis si longtemps qu'ils estiment que beaucoup de temps a déjà été perdu. Et ce qui est intéressant, c'est que pour contrer ce pilotage à vue, ils ne sortent pas une petite idée, mais un vrai projet. Un projet de longue date qu'on retrouve partout. La vision globale pour le centre-bourg. C'est ça. Créer une vision globale pour l'aménagement du centre-bourg. Ils ne veulent pas de projets ponctuels, des petites touches comme la réflexion de quelques façades. Non. Ils veulent un vrai projet de fond pour créer un lieu de vie, de rencontre. Avec des cheminements doux, des espaces partagés. Voilà. Une vision d'ensemble, en somme. Exactement. Et le plus fou, c'est que cette idée finit par percoler. Après des années à la défendre, on voit apparaître dans les documents plus récents la mise en place d'une convention d'aménagement de bourg, la fameuse CAB. Ah oui. C'est un outil concret qui permet de lancer une étude d'urbanisme poussée avec l'aide du département. Et au début, le groupe, il exprime un réel enthousiasme. On sent dans leurs écrits une sorte de soulagement. Pour eux, c'est la concrétisation d'une demande qu'ils portent depuis presque 15 ans. Oui, on sent l'espoir d'un rapprochement, l'idée qu'ils vont enfin pouvoir construire quelque chose avec la majorité. Mais ça ne dure pas. Le dernier document en date sur le sujet est titré en toutes lettres « La désillusion ». La douche froide. C'est un vrai retour de bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le point culminant de ce choc des philosophies. Le groupe constate que la majorité municipale ne semble pas du tout adhérer au travail de prospective mené par le cabinet d'urbanisme. D'accord. Ils ont l'impression que la majorité attend des réponses immédiates à des problèmes ponctuels. Ou mettre 3 places de parking. C'est exactement ça. Où mettre 3 places de parking? Comment refaire tel trottoir? Et qu'elle ignore complètement la vision d'ensemble qui est proposée. C'est un dialogue de sourds. D'un côté, les planificateurs qui pensent à dans 20 ans, et de l'autre, les pragmatistes qui pensent aux 6 prochains mois. Et là, l'incompréhension est totale. Donc sur l'urbanisme, on a un vrai dialogue de sourds. Ils ont l'impression que la majorité ne veut pas les écouter. J'imagine que ce sentiment d'être ignoré, ça ne doit pas se limiter qu'à l'aménagement urbain. Pas du tout, et ça nous amène directement à leur deuxième cheval de bataille, la participation citoyenne. C'est l'autre grande constante. Dans presque chaque document, on retrouve cet appel à passer du discours aux actes, à plus de concertation. Mhm. Pour eux, les décisions importantes ne peuvent pas être prises en petits comités sans consulter largement les habitants et le tissu associatif. Et ils ont des propositions concrètes là-dessus. Oui, par exemple, dès le début du mandat, ils ont proposé la création d'un conseil citoyen. Un conseil citoyen, d'accord. L'idée était d'impliquer davantage les habitants, mais aussi de donner un rôle à l'opposition dans l'animation de ce conseil pour en faire un vrai lieu de débat. D'après leurs écrits, cette proposition a été rejetée sans même être débattue. Attendez, mais rejeter une proposition comme ça sans même en débattre, c'est courant en politique locale? Ou est-ce que ça témoigne d'une tension particulièrement forte dans ce village?
C'est souvent le signe d'une relation politique très polarisée. Pour le groupe d'opposition, ce rejet est vécu comme une preuve. Une preuve que... Une preuve que la majorité ne veut pas partager le pouvoir, même sur des sujets de concertation. Ça renforce leur sentiment d'être face à une équipe qui, je cite, gouverne sans se soucier de l'avis des 60% d'électeurs qui n'ont pas voté pour elle. Je comprends leur logique, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas voir ça différemment? Le rôle d'une opposition, c'est aussi de s'opposer, non? Est-ce qu'ils ne sont pas juste dans une posture un peu systématique? C'est une critique qu'on pourrait leur faire, et ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils se défendent d'être dans une opposition stérile. Ils utilisent une expression assez parlante, ils ne sont ni béni oui-oui, ni opposants systématiques. D'accord, ils cherchent un équilibre. Le projet de skatepark qui a été travaillé avec les jeunes du village ou l'installation de défibrillateurs. Ils veulent se présenter comme une force d'opposition constructive. Cette bataille, pour être entendue, elle se joue aussi sur un terrain plus symbolique. J'ai vu ça dans les notes, la communication. Absolument. Ils critiquent vivement la ligne éditoriale du journal municipal. Ils rapportent que certains éditoriaux ont été perçus par de nombreux lecteurs comme ayant une vision passéiste, voire sexiste. Ah oui, quand même. Pour le groupe, le bulletin municipal ne devrait pas être une tribune d'opinion pour le maire, mais un véritable outil d'information et de démocratie. Il devrait plutôt servir à expliquer les choix budgétaires, les projets qui font débat. C'est une bataille sur le fond de la politique, mais aussi sur la forme du dialogue public. Alors, si on met de côté les critiques, c'est quoi leur projet, leur vision du village idéal? On sent qu'elle s'articule clairement autour de deux piliers, C'est ça, la transition écologique et le lien social. tout à fait. Face aux alertes du GIEC et aux événements climatiques extrêmes qui touchent de plus en plus la région, ils insistent beaucoup sur la responsabilité des élus. Pour eux, continuer avec une gestion au jour le jour, à l'ancienne, serait condamnable. Ce sont des mots assez forts. Et leurs propositions écologiques sont très concrètes. Comme quoi, par exemple? D'abord, ils parlent d'achats responsables. Que ce soit pour les repas à la cantine ou les matériaux pour les travaux, ils veulent systématiquement privilégier les circuits courts et les produits éthiques. Logique. Ensuite, il y a tout le volet mobilité. Ils proposent de développer les transports collectifs, avec des navettes vers les gares, de promouvoir le covoiturage, mais surtout de créer un véritable maillage de cheminement doux. L'idée, c'est de pouvoir traverser le village à pied ou à vélo en toute sécurité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui selon eux. Et j'ai vu un troisième volet sur l'énergie et l'habitat, qui semble particulièrement les préoccuper. Oui, ils s'inquiètent beaucoup de ce qu'ils appellent les passoires thermiques. Ces logements mal isolés qui sont un gouffre financier pour les familles et un désastre écologique. Et là, que propose-t-il? Leur proposition est de ne pas laisser les habitants seuls face à ce problème. Ils suggèrent de créer une structure, peut-être une coopérative citoyenne, pour accompagner les gens, les aider à monter les dossiers et à s'équiper en énergie renouvelable. C'est une vision très intégrée de l'écologie locale qui lie environnement et pouvoir d'achat. Et ce qui est malin, c'est qu'ils connectent directement cette vision écologique au deuxième pilier, le volet social. Comment font-ils le lien? Pour eux, le bien vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit. Et cette construction repose en grande partie sur le tissu associatif qu'ils qualifient de ciment du village. Ils reconnaissent que la municipalité a fait des efforts en augmentant les subventions, mais ils ont cette phrase qui résume bien leur pensée: l'argent ne suffit pas. C'est là qu'intervient une autre de leurs propositions les plus récurrentes. J'ai l'impression de l'avoir lu dans toutes les notes de débat budgétaires, année après année. Ils demandent inlassablement l'emploi d'un animateur socioculturel. Exactement. Ça peut paraître anecdotique, mais pour eux, c'est la pièce manquante du puzzle social. C'est l'investissement humain qui fait la différence. D'accord. Cette personne pourrait apporter un soutien concret aux bénévoles des associations qui sont souvent épuisés. Elle pourrait aider à coordonner les actions, à dynamiser la vie locale et à structurer les activités du Centre communal d'action sociale, le CCS. C'est un peu l'idée de mettre de l'huile dans les rouages. Pour eux, on a beau avoir de belles infrastructures, le hardware du village, si on n'investit pas dans l'humain qui fait le lien, le software, la cohésion se fera pas. Une vision, c'est bien, mais il faut la financer. Et c'est là, sur le budget, que ça coince vraiment, j'ai l'impression. C'est le nerf de la guerre. Le groupe explique voter le budget de fonctionnement, mais s'opposer systématiquement au budget d'investissement. C'est un marqueur politique très fort. Très fort, oui, car ça dit, nous sommes d'accord pour faire tourner la machine au quotidien, notamment pour le personnel et les associations, mais nous sommes en désaccord total avec vos priorités d'avenir.
Leur opposition au budget d'investissement repose sur plusieurs points de contestation majeurs. Quels sont les gros points de friction? Premièrement, la vidéosurveillance. Ils ne sont pas contre par principe, mais ils estiment que l'investissement est engagé sans qu'un dossier solide sur son efficacité réelle et son coût global de fonctionnement ait été présenté. Ils demandent des preuves en quelque sorte. Voilà. Des retours d'expérience de communes comparables avant de dépenser des sommes qu'ils jugent importantes pour un résultat incertain. Deuxième gros dossier que j'ai vu passer, la réhabilitation de l'ancien presbytère pour en faire des logements. Là encore, ils ne sont pas contre l'idée de créer des logements. Non, mais ils contestent la méthode. Ils jugent le projet trop coûteux et mal piloté par la commune, qui n'a pas forcément l'expertise pour ce type d'opération. Et leur contre-proposition, c'est quoi? C'est de confier l'opération à un professionnel, un bailleur social, pour que la commune préserve sa capacité d'investissement pour d'autres priorités. Pour eux, la priorité, ce sont les infrastructures pour les enfants, pas de jouer les promoteurs immobiliers. Mais confier ça à un bailleur social, est-ce que ça ne serait pas une perte de contrôle pour la mairie? On peut comprendre qu'elle veuille garder la main. C'est un argument qui se tient. Mais la réponse de l'opposition, c'est que le rôle de la commune est de fixer un cahier des charges exigeant, pas de tout faire elle-même. Et enfin, le troisième point de blocage, c'est la récurrence de ce qu'ils qualifient de travaux esthétiques. La réflexion des façades. C'est ça. Pour eux, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est dépenser pour des retouches ponctuelles alors que la vision d'ensemble de l'aménagement du bourg, la fameuse CAB, n'est toujours pas définie ni adoptée. C'est un manque de logique selon eux. Et derrière ces désaccords très spécifiques, on sent poindre une inquiétude financière plus profonde, n'est-ce pas? Oui, et c'est le point central de leur argumentation budgétaire. Dans leurs interventions, ils s'alarment d'une baisse progressive de la capacité d'autofinancement de la commune. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En clair, ils craignent que la commune dépense trop pour son fonctionnement et pour des investissements mal ciblés, et qu'elle n'ait plus assez de marge pour financer les grands projets de demain. Leur peur, c'est que cette gestion mène à terme à une seule issue possible, une augmentation des impôts pour pouvoir financer les écoles et les routes rendues obligatoires par la croissance de la population. Donc leur démarche, là encore, c'est de se positionner en planificateur prudent. C'est exactement ça. Ils appellent à une meilleure planification des investissements sur le long terme et ils critiquent aussi le manque de clarté des documents budgétaires tout en se disant toujours disponibles pour travailler à leur amélioration. C'est une opposition qui se veut pointilleuse et technique, mais qui essaye de rester constructive, même si, on le sent, elle n'est que rarement entendue. Alors, que retenir de cette plongée dans les archives d'ensemble pour le village? On a le portrait d'une opposition municipale tenace, avec une colonne vertébrale très claire. Vision à long terme, participation, écologie. C'est ça. Et elle se heurte à une gestion qu'elle décrit comme trop court-termiste, trop pragmatique et peu encline au dialogue. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ça illustre une sorte de tragédie de la politique locale. On a un groupe qui, sur le papier, propose des idées de bon sens, planifier, écouter, préparer l'avenir, mais qui se heurte au mur de la gestion du quotidien. Hmm. L'idée d'un projet global pour le centre-bourg, par exemple, elle est présente dans leur programme de 2008 et elle n'a commencé à se matérialiser, non sans mal, que très récemment. L'enseignement, c'est que la persévérance ne suffit pas toujours face à l'inertie politique. Et au-delà du cas de ce village, ça soulève une question plus large sur notre démocratie locale, non? Quelle place une majorité, quelle qu'elle soit, doit-elle laisser à son opposition, surtout quand celle-ci porte des idées de longue date qui finissent par faire leur chemin? Et comment s'assurer dans la gestion d'une commune que les projets vraiment structurants pour l'avenir ne soient pas constamment sacrifiés au profit de réponses plus immédiates, plus visibles, mais potentiellement moins durables?